Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour la deuxième année sur l'oncologie Press Room développée par Algicom à l'occasion du congrès de l'ASCO 2021. Un congrès qui se déroule à nouveau en virtuel en raison du contexte épidémique, mais malgré la crise, l'ASCO 2021 sera très riche et porteur d'informations scientifiques importantes, avec des changements de pratiques et une amélioration de la survie que l'on retrouve dans de nombreuses études. Cette année, le thème principal porte sur l'égalité dans la santé, avec des sessions scientifiques qui ont démarré vendredi et qui se termineront demain soir, avec une dernière session présidentielle très attendue en fin de journée, dédiée aux tumeurs des voies aérodigestives supérieures. Donc, on vous propose aujourd'hui de suivre les actualités du congrès spécifiquement dans le sarcome, les cancers du sein et gastro-intestinaux, avec nos partenaires institutionnels Unicancer qui nous accompagnent à nouveau pour cette édition 2021 et que l'on remercie de sa fidélité. Merci également à nos partenaires industriels, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb et Janssen, qui nous permettent de faire vivre cette press room pour continuer à vous informer dans ce contexte particulier de crise sanitaire. Et merci à vous de votre fidélité. Vous êtes à nouveau très nombreux à vous être inscrits pour suivre notre programme et assister à cette première session de décryptage. Alors, j'en profite juste pour vous rappeler quelques règles pour que la conférence se déroule au mieux. Si vous souhaitez poser des questions aux intervenants, vous pouvez interagir dans le chat prévu à cet effet en précisant l'expert à qui elle s'adresse. Et je poserai ces questions en votre nom à la fin de la conférence. Si jamais vous rencontrez un souci sur la plateforme, par exemple le son ou l'écran sont à l'arrêt, n'hésitez pas à actualiser votre page. De toute façon, la conférence restera disponible en replay dès la fin des sessions dans la rubrique conférences et dans la médiathèque. Voilà. Et vous pouvez également retrouver de nombreuses ressources, les communiqués, les dossiers de presse, les infographies, dans la rubrique médiathèque et info de chaque partenaire. Voilà. Je passe maintenant la parole à nos experts d'Unicancer qui vont répondre, qui vont vous présenter des points forts présentés lors de cet ASCO 2021. Le docteur Sarah Watson, qui est oncologue médicale et chercheuse à l'Institut Curie, et le docteur Olivier Trédan, qui est oncologue médical au Centre Léon Bérard de Lyon. Je vous laisse la parole, docteur Watson. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, je suis oncologue médicale à l'Institut Curie et donc j'ai une orientation plus sur l'oncologie digestive et puis sur l'oncologie des sarcomes et des tumeurs mésenchymateuses. Donc je vais essayer de faire un petit peu un résumé des essais qui, pour moi, sont les plus intéressants qui ont été présentés jusqu'ici dans les sessions orales qui concernaient donc les sarcomes et puis les tumeurs gastro-intestinales, sachant que il y a ce soir les oraux pour les cancers colorectaux et du canal anal. Donc on n'a qu'une seule partie de l'oncologie digestive pour l'instant qui a été présentée, qui concerne les tumeurs non colorectales. Alors, en digestif, il n'y a pas eu vraiment de scoop et vraiment de choses absolument nouvelles. Il y a pour moi 2 essais dans le cancer de l'œsophage qui s'inscrivent finalement dans un changement de pratique et auquel on espère avoir accès assez rapidement en France. Donc, c'est 2 essais qui se sont intéressés au traitement de première ligne en situation métastatique ou localement avancée pour les carcinomes épidermoïdes de l'œsophage, qui représentent le sous-type histologique le plus fréquent au niveau de l'œsophage. Donc, ces 2 essais, un essai chinois, ESCORT-1, et un essai international américain, Checkmate 648, se sont tous les 2 intéressés à l'intérêt donc de combiner la chimiothérapie, qui est aujourd'hui le standard en première ligne métastatique dans cette indication, à un traitement à base d'immunothérapie, et l'immunothérapie étant les molécules que l'on connaît déjà et que l'on utilise depuis un certain temps maintenant, les inhibiteurs de checkpoint anti-PD1, anti-PDL1. Donc le premier essai, c'est l'essai ESCORT-1, qui a été présenté à l'oral samedi soir, qui est donc un essai qui a inclus 596 patients,
carcinome épidermoïde de l'œsophage métastatique ou localement avancé, donc non opérable. Et les patients ont été randomisés en 2 groupes, soit un traitement standard avec une chimiothérapie à base de sel de platine, soit un traitement expérimental avec donc la chimiothérapie à base de sel de platine, plus un anticorps anti-PD-1, donc le camrelizumab. Voilà. Et donc l'objectif principal, c'était donc un critère combiné qui associait la survie globale et la survie sans évolution de la maladie. Et cet essai est positif, avec sur l'ensemble de la population un gain en survie globale de plus de 3 mois. Donc on passe de 12 mois dans le bras standard à 15,3 mois dans le bras expérimental, et un gain également en survie sans récidive. Donc un essai positif qui montre que l'association d'une immunothérapie à la chimiothérapie augmente la survie des patients pour les cancers épidermoïdes de l'œsophage. Deuxième essai qui est très similaire finalement, qui est donc l'essai Checkmate 648, qui dans la même indication, donc carcinome épidermoïde de l'œsophage, a évalué donc l'intérêt, encore une fois, d'une chimiothérapie à base de sel de platine, qui est le standard, plus un autre médicament d'immunothérapie, mais encore un anti-PD-1, le nivolumab. Donc il a comparé la chimio standard versus la chimio plus cet anti-PD-1. Et l'originalité de cet essai, c'est qu'il y avait un 3e bras avec un doublet d'immunothérapie. Donc pas de chimio du tout, mais 2 médicaments d'immunothérapie. Un gros essai avec 645 patients inclus. Et encore une fois, un essai qui est positif. L'objectif principal, c'était donc la survie globale combinée à la survie sans progression chez les patients dont la tumeur exprimait le marqueur PDL1, dont on sait que c'est un marqueur potentiellement prédictif de réponse à l'immunothérapie dans plus de 1% des cellules tumorales. Et donc cet essai est positif avec un gain en survie globale dans cette population PD-L1 positive, de cette fois de 6 mois. On passe de 9 mois à 15 mois, donc vraiment un gain substantiel en survie globale et un gain en survie sans progression, donc sans évolution de la maladie, de plus de 3 mois. On passe globalement de 4 mois à 7 mois. Donc un essai très positif et qui est aussi intéressant quand on regarde le bras qui a comparé le doublet d'immunothérapie par rapport à la chimiothérapie, parce qu'on se rend compte qu'il y a également un bénéfice du doublet d'immunothérapie par rapport au bras chimiothérapie seul, qui est significatif en survie et avec des longues durées de réponse, donc probablement une sous-population de patients à qui on pourrait ne plus faire de chimiothérapie en première intention dans les cancers de l'œsophage, mais proposer un doublet d'immunothérapie. Donc en conclusion, ces 2 essais, ces 2 gros essais de phase 3 dans le carcinome épidermoïde de l'œsophage, 2 gros essais positifs et qui placent la chimio-immunothérapie, donc la combinaison chimio plus anti-PD1, comme nouveau standard en première intention dans les carcinomes épidermoïdes de l'œsophage. Donc j'ai choisi de parler de ces 2 essais-là. Il y a eu d'autres essais qui ont été présentés dans le cancer de l'estomac, aussi beaucoup sur des essais d'immunothérapie, à la fois en situation périopératoire et à la fois en situation avancée. Mais je pensais que c'était important de parler de l'œsophage parce que c'est une pathologie pour laquelle la survie globale est restée inférieure à 1 an depuis très très longtemps. Et donc finalement, là, on a deux gros essais positifs et un nouveau standard en première ligne qui est la combinaison de chimiothérapie et d'immunothérapie. Voilà, je vais maintenant passer à la deuxième thématique qui était donc les sarcomes. Donc les sarcomes, c'est des pathologies extrêmement rares qui représentent moins de 2% des cancers de l'adulte. Donc c'est des pathologies pour lesquelles faire des essais cliniques, c'est un véritable challenge parce que c'est des pathologies rares, il faut inclure des patients et quand ces patients sont rares, c'est forcément plus difficile de faire ce type d'essai. Et globalement, ce qu'il faut retenir de cet ASCO sur les sarcomes, c'est qu'il y a eu 9 présentations présentées à l'oral et que sur ces 9 présentations, il y en a 7 qui étaient dédiées à des sous-types très particuliers de sarcomes. Les sarcomes, c'est extrêmement compliqué, on les regroupe souvent tous ensemble, mais pourtant, il y a plus de 150 sous-types histologiques qui sont décrits dans les dernières classifications. Et enfin, on voit arriver de plus en plus des essais qui sont dédiés à des sous-types rares. Et donc, c'est la preuve pour moi, cet ASCO, qu'on est capable de faire de la recherche clinique de grande qualité sur des pathologies extrêmement rares, grâce aux groupes coopérateurs et grâce à des essais multicentriques internationaux qui permettent d'inclure des patients dans ces indications extrêmement rares et extrêmement complexes. Donc,
le succès des groupes coopérateurs pour faire de la recherche clinique de qualité dans des maladies extrêmement rares. Et l'autre point, c'est que on sait que sur le plan des sarcomes, on a un démembrement moléculaire de toutes ces pathologies qui constituent donc des sous-types histologiques extrêmement variés, et que maintenant ce démembrement moléculaire conduit à designer des essais qui sont basés sur la biologie des sarcomes. Et donc on a arrêté de faire des essais où on regroupait tous les sarcomes et où on essayait des médicaments de chimiothérapie un petit peu empiriques, hein, qui étaient un petit peu voués à l'échec. Et finalement, on a des essais qui sont à la fois basés sur la biologie des tumeurs et qui reposent sur l'utilisation de biomarqueurs extrêmement puissants. Et je prendrai juste un exemple, donc, qui est l'essai SPEARHEAD, qui est donc un essai de phase 2 international, qui a évalué l'intérêt d'un nouveau type d'immunothérapie, donc on appelle la thérapie cellulaire adoptive, chez des patients atteints de 2 sous-types de sarcomes extrêmement rares, qui sont les synovialosarcomes et les liposarcomes myxoïdes. Et globalement, cet essai est basé sur l'utilisation des propres lymphocytes du patient pour cibler leur tumeur. Et comment on fait ça? Globalement, on détecte les patients pour lesquels leur tumeur exprime un antigène particulier qui s'appelle l'antigène MAGE4. Et ensuite, quand on a la preuve de l'expression de cet antigène par les tumeurs des patients, on va aller prélever les patients de leur propre lymphocyte T. Et les lymphocytes T vont être modifiés in vitro pour reconnaître spécifiquement cet antigène MAGE4. Et ils vont ensuite être réinjectés aux patients après une chimiothérapie qui permet de réduire le risque de rejet. Les propres lymphocytes T modifiés vont être réinjectés aux patients et on va suivre un petit peu leur effet antitumoral. Et donc dans cet essai, on a des données, donc il y a plus de 330 patients qui ont été screenés et on a les données d'efficacité pour finalement les 33 premiers patients dans des maladies extrêmement avancées. Hein. C'est des patients qui étaient en échec après plus de 3 ou 4 lignes de chimiothérapie, et des maladies dont on sait qu'elles sont intrinsèquement résistantes à la plupart des traitements. Et on a finalement un taux de contrôle de la maladie dans cette petite population de 33 patients, un taux de contrôle de la maladie extrêmement important qui rejoint 85% de contrôle de la maladie, et des réponses objectives obtenues dans cette indication dans plus de 40% des synovialosarcomes et 25% des liposarcomes myxoïdes. Donc, pour moi, cet essai, il est extrêmement prometteur. Il positionne ces nouvelles approches d'immunothérapie vraiment de façon forte dans certains sous-types de sarcomes. Et c'est vraiment le succès de la détection d'antigènes spécifiques et le succès de bien stratifier les patients, à la fois en termes de sous-types histologiques et à la fois en termes de biomarqueurs, qui, à mon avis, permettra d'augmenter la survie des patients atteints de sarcomes rares. Voilà, donc moi j'ai choisi ces deux points-là, à la fois sur le digestif et le sarcome, et puis je vais passer maintenant la parole au docteur Tredan, qui a probablement beaucoup de choses à vous dire sur le cancer du sein. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette revue très intéressante et très innovante. Pour le cancer du sein, je vais parler de 2 situations, la situation du cancer du sein localisé et la situation du cancer du sein métastatique. Je vais commencer par le cancer du sein localisé, qui est une des pathologies les plus fréquentes en cancérologie, qui atteint plus de 50 000 femmes par an en France. Et ce qui va changer demain, en fait, les pratiques, c'est les résultats, les données de l'étude Olympia qui a été présentée hier en session plénière. C'est une étude très importante qui vise à identifier un groupe de patientes qui a une anomalie génétique et qu'on va cibler avec un traitement, l'olaparib en l'occurrence, qui s'appelle un inhibiteur de PARP, qui agit spécifiquement dans les tumeurs lorsqu'il y a la mutation génétique BRCA. Alors, pour revenir un peu en arrière, BRCA, c'est un gène qu'on connaît depuis longtemps, qui est un gène de prédisposition familiale au cancer, les cancers du sein, les cancers de l'ovaire, les cancers du pancréas, et également les cancers de la prostate. Et certaines familles ont en elles, dans leur patrimoine génétique, une mutation constitutionnelle, dite germinale, du gène BRCA. Au-delà du fait qu'il y a un surrisque de faire des cancers du sein, les cancers en eux-mêmes
ont parfois des comportements différents, notamment la mutation BRCA1 aboutit à des cancers triple négatifs plutôt agressifs avec un risque de rechute important. Donc, en situation de cancer localisé, au-delà de la chirurgie et au-delà de la chimiothérapie, on met en place des traitements dits adjuvants pour diminuer le risque de rechute. Et donc, l'essai Olympia, un essai international très important qui a inclus plus de 1800 patientes, permet en fait de tester la place de l'olaparib, un inhibiteur de PARP, en plus des traitements habituels pour diminuer le risque de rechute. Donc, les patients qui avaient une mutation constitutionnelle de BRCA, après leur traitement, lorsque les tumeurs étaient agressives, grosses tumeurs, gros envahissements ganglionnaires ou absence de réponse à la chimiothérapie néoadjuvante, étaient randomisés entre olaparib, c'est des comprimés, c'est 300 mg matin et soir en continu, par rapport au placebo. Et l'objectif principal de cet essai était donc de diminuer les rechutes invasives, les rechutes graves, les rechutes létales du cancer du sein. C'est le critère de jugement principal. Et donc, les données ont été présentées hier soir dans cette session plénière. Et quand on regarde à 3 ans, donc 3 ans après l'inclusion des patientes, qui avaient donc reçu soit 1 an d'olaparib, soit 1 an de placebo, dans le groupe placebo, la survie sans rechute à 3 ans est de 77% avec le placebo. Et donc, elle augmente à près de 86% avec l'olaparib. Donc, il y a une différence, on passe de 77% à 86% de survie sans rechute invasive à 3 ans, et c'est statistiquement significatif et très cliniquement pertinent. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de patientes qui ne vont pas rechuter du cancer du sein, notamment les cancers du sein triple négatifs, parce qu'elles ont en elles une mutation constitutionnelle de BRCA et parce qu'elles vont être traitées pendant 1 an par olaparib. C'est un nouveau standard de traitement qui va arriver donc bientôt dans notre arsenal thérapeutique. Ça soulève de nombreuses questions. La première question, c'est comment on va faire pour sélectionner les patients qui ont cette mutation constitutionnelle. C'est de l'oncogénétique, il faut adresser les patientes aux oncogénéticiens pour savoir si le gène BRCA est muté ou pas. Le fait d'avoir une mutation dans ce gène implique beaucoup de choses, notamment pour la famille, et il y a des conseils familiaux qui doivent être donnés par un oncogénéticien. Et ça, il faut obtenir ce résultat très précocement dans l'histoire de la maladie des patientes. Il faut l'obtenir dès la chirurgie, faire la chimiothérapie et donc éventuellement prescrire l'olaparib à l'issue de la chimiothérapie si jamais il y a une mutation constitutionnelle. On peut cibler des patientes jeunes avec des histoires familiales qui ont des cancers triple négatifs les plus agressifs, ceux qui sont liés à la mutation BRCA1. Mais il va falloir également pouvoir sélectionner les patientes BRCA2, celles qui ont des cancers plutôt hormonosensibles, RH+. On n'a pas forcément l'habitude de le faire en routine. La deuxième question, c'est celle de la tolérance et de la tolérance au long cours. On a des signaux pour dire que la tolérance immédiate est plutôt bonne. La tolérance immédiate, c'est essentiellement en termes de toxicité de la fatigue, des perturbations de la numération, des anémies un peu profondes, mais qui sont assez faciles à gérer en pratique. Quelles sont les toxicités à long terme? Pour l'instant, on n'a pas de signal pour faire dire que l'olaparib peut donner des toxicités graves au long cours. On n'a pas vu de myélodysplasie, de second cancer, de leucémie, en tout cas avec le recul qu'on a. Et puis, en regardant le modèle du cancer ovarien, on n'a pas l'impression qu'il y a un excès de surtoxicité au long cours. C'est important puisque si on guérit les femmes en situation adjuvante, il ne faut pas induire des seconds cancers avec le temps. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Dernière question, est-ce qu'on augmente la survie globale des patients? On a augmenté la survie sans rechute. Est-ce qu'on augmente la survie globale? Les résultats sont trop précoces, les données sont trop immatures pour pouvoir répondre à cette question. On a un signal à nouveau d'efficacité en survie globale, puisque la survie globale à 3 ans dans le groupe placebo est à 88% et elle monte à 92% de survie globale à 3 ans avec l'olaparib. Pour l'instant, ça n'est pas statistiquement significatif, mais les courbes sont bien dissociées. Il est possible qu'avec le temps, cette survie globale soit bénéfique et statistiquement significative pour l'olaparib.
Voilà donc l'étude la plus importante, celle qui va faire changer les pratiques demain. Elle a été corroborée par d'autres études avec un autre inhibiteur de PARP qui s'appelle le talazoparib, qui a montré que seul, en situation néoadjuvante, préopératoire, il était capable d'induire des réponses complètes histologiques par lui-même, à nouveau, dans une population de patientes sélectionnées pour la présence de mutations constitutionnelle germinale de BRCA. Une patiente qui a une mutation constitutionnelle, une tumeur donc particulière, typiquement triple négative, traitée par talazoparib, un comprimé par jour, tous les jours, pendant 24 semaines, et bien le taux de réponse complète histologique, c'est-à-dire le contrôle de la maladie au niveau du sein, en situation préopératoire, c'est quasiment 50%. On a éradiqué le cancer avec ce traitement seul, dans 50% des cas, avec ce talazoparib pour cette population très ciblée. Donc, à nouveau, la nécessité d'obtenir très rapidement le statut dit mutationnel de nos patients. Donc là, on est dans la situation des cancers du sein localisés. L'autre avancée du cancer du sein localisé, qui n'est pas encore pour tout de suite, c'est l'immunothérapie. On a beaucoup d'études qui ont rapporté l'impact de l'immunothérapie en situation néoadjuvante, à nouveau préopératoire. Il y a eu des données actualisées d'un essai allemand qui s'appelle Gepard-Nuevo, qui a testé le durvalumab en plus des chimiothérapies standards anthracycline, taxane en situation préopératoire. L'intérêt de cette étude a déjà été démontré, l'intérêt du durvalumab avec une amélioration de la réponse complète histologique en rajoutant le durvalumab en plus de la chimiothérapie, ça on le savait déjà. Ce qui a été présenté cette année à l'ASCO, c'est des données de survie, à nouveau de survie sans rechute et de survie sans maladie métastatique et de survie globale. Alors à nouveau, les résultats sont pas tout à fait matures, on n'a que 3 ans de recul bien net pour démontrer par contre l'efficacité de l'immunothérapie pour améliorer la survie sans rechute, la survie sans maladie invasive et même la survie globale. À nouveau, si on se place à 3 ans du début du traitement, la survie sans rechute invasive est de 77% dans le groupe placebo et ça monte à 85% dans le groupe durvalumab. Et il y a un bénéfice également en survie globale très net et très cliniquement pertinent. La survie globale à 3 ans est de 83% dans le groupe sans immunothérapie et ça monte à 95% avec le durvalumab, donc une augmentation nette impressionnante qui va probablement positionner l'immunothérapie en situation préopératoire néoadjuvante pour les cancers du sein localisés, essentiellement pour l'instant pour les cancers triple négatifs. J'ai terminé avec la situation des cancers du sein localisés, donc les 2 grandes avancées, les inhibiteurs de PARP et l'immunothérapie, les inhibiteurs de PARP demain et l'immunothérapie après-demain. En termes de cancer du sein métastatique, les nouvelles molécules, moins de données, en tout cas moins d'avancées thérapeutiques majeures, la confirmation de l'impact des inhibiteurs de CDK4/6. On a 4 inhibiteurs de CDK4/6 qui ont maintenant démontré leur efficacité en première ligne métastatique des cancers avec expression des récepteurs hormonaux, on appelle les cancers luminaux, RH+. On en a 3 disponibles en France, le palbociclib, le ribociclib et l'abemaciclib, et on a eu des données actualisées en survie globale qui démontrent qu'après un traitement par inhibiteur d'aromatase, une certaine hormonorésistance, utiliser une association de fulvestrant plus palbociclib ou fulvestrant plus ribociclib, ça augmente la survie globale des patientes. On peut discuter de la méthodologie de ces essais et leur signification exacte au niveau statistique, mais voilà, avec le temps, à nouveau, on augmente la survie globale des patientes en utilisant ces médicaments précocement. Précocement, puisque l'essai MONALISA 3, qui testait l'association fulvestrant plus ribociclib, a démontré clairement l'augmentation de la survie globale, notamment pour les patientes les plus hormonosensibles, celles qui étaient métastatiques d'emblée dans l'histoire de leur maladie, celles qui ont rechuté tardivement après leur monothérapie adjuvante. Le fait de faire l'association fulvestrant plus ribociclib augmente nettement la survie globale. Si on prend par exemple la survie globale à 5 ans, dans le groupe placebo, c'est 31% de survie globale à 5 ans
quand vous êtes traité par placebo, et quand vous êtes traité par ribociclib, on monte à 46% de survie globale à 5 ans. C'est-à-dire que près d'une femme sur 2 est encore en vie au-delà de 5 ans de traitement lorsqu'on utilise précocement le ribociclib. C'est très statistiquement significatif et l'impact pour la vie de nos patientes est très important. Et puis, j'en terminerai là-dessus. Finalement, ça donne une autre saveur à ce congrès de l'ASCO, puisque de plus en plus, les groupes, les associations de patientes sont présentes et sont même présentes dans des communications pour nous donner scientifiquement en fait, une vision de leur activité d'association de patientes. Si on augmente la survie globale de nos patientes, si on augmente la survie sans rechute de nos patientes, eh ben, les patientes vivent plus longtemps et parfois plus longtemps avec le cancer ou avec l'étiquette de maladie cancéreuse. Et ces femmes, ces associations de patientes, notamment nord-américaines, ont des revendications pour améliorer leur qualité de vie et on leur donne la parole. Et ce congrès de l'ASCO leur donne la parole tout autant que les médecins et les scientifiques. L'arrivée de nouvelles molécules dans le cancer du sein RH+, dans le cancer du sein triple négatif, motive également ces associations de patients pour militer, pour obtenir précocement ces innovations thérapeutiques, pour avoir accès à l'innovation thérapeutique. L'innovation thérapeutique actuellement dans le cancer du sein, par exemple le triple négatif en situation métastatique, c'est bien l'immunothérapie dont nous ne disposons pas actuellement en France, et pourtant les essais d'immunothérapie continuent à démontrer l'impact, leur efficacité en termes de contrôle de la maladie, d'augmentation de la survie sans progression, d'augmentation de la survie globale. Et il y a eu des essais présentés en session orale avec des nouvelles approches d'immunothérapie qui semblent intéressantes. Notamment un essai dans le cancer du sein triple négatif qui vient de Chine, avec une immunothérapie qui est utilisée en Chine, avec une association avec une thérapie ciblée anti-angiogénique, plus une chimiothérapie. Le taux de réponse objective dans cet essai est de plus de 80%. 80% des tumeurs sont contrôlées avec des nouvelles associations de thérapie ciblée, d'immunothérapie et de chimiothérapie. Donc de belles avancées et donc la nécessité d'obtenir rapidement ces médicaments pour le bien de nos patientes. Voilà. J'en terminerai là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Et je crois qu'on laisse la place pour les questions. Alors, j'ai une première question pour vous, Dr Watson, à propos des sarcomes. Est-ce que c'était un essai, l'essai dont vous parliez, c'était un essai positif de CAR-T dans les sarcomes? Et est-ce que c'était un essai de phase 2? Alors, pour répondre à la question, donc effectivement, il s'agit d'un essai de phase 2. Hein. On avait déjà on avait déjà des premiers résultats un petit peu qui avaient été vus sur les essais de phase 1, mais l'objectif des essais de phase 1, c'est vraiment, comme vous le savez, d'évaluer la tolérance et la toxicité des traitements et de déterminer une dose pour la suite. Donc, on n'a pas vraiment le droit de regarder l'efficacité en phase 1, mais quoique on le fait de plus en plus. Et on avait déjà des signaux d'activité dans la phase 1 qui avaient été présentés l'année dernière. Mais donc là, c'est effectivement la phase 2 et on a ces résultats en termes d'efficacité sur une série de patients beaucoup plus importante. Donc effectivement, c'est un essai de phase 2. Ensuite, sur le plan purement mécanistique, cet essai, c'est pas exactement des CAR-T-cells. En fait, c'est extrêmement compliqué sur le design de ces thérapies cellulaires, mais c'est ce qu'on appelle des SPEAR T-cells pour Specific Peptide Enhanced Antigen Receptor. Donc en fait, on modifie vraiment le récepteur qui est à la surface des lymphocytes, le TCR, qui va être modifié pour reconnaître de façon plus forte l'antigène. Donc ça s'apparente aux CAR T-cells, c'est vraiment très très proche, mais ça fait pas exactement partie des CAR T-cells. Donc voilà. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, Alexandra? Pas pour l'instant, mais on vous laisse un peu de temps pour poser vos questions si vous voulez. Moi, je vais poser une question sur le cancer du sein pour savoir à peu près aujourd'hui quel est le pourcentage de cancer localisé et celui de cancer métastatique ou avancé aujourd'hui en France. Donc,
chaque année, il y a à peu près plus de 50 000 femmes diagnostiquées avec un cancer du sein, donc essentiellement localisé. Et alors, il y a différentes formes de cancer du sein localisé. Il y a des toutes petites tumeurs ou des cancers in situ qui sont une sorte de pré-cancer, et puis des tumeurs plus avancées. Mais donc, ça correspond à plus de 50 000 femmes par an. Et le cancer du sein métastatique, c'est entre 10 000 et 15 000 femmes par an qui sont diagnostiquées avec des métastases de leur cancer du sein. Même chose, en soi, le diagnostic de métastase est compliqué puisqu'il y a parfois une ou deux métastases ou une rechute loco-régionale du cancer et parfois des maladies très évoluées avec de multiples métastases disséminées. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, alors, je crois que j'ai une question qui va arriver. Je ne la vois pas encore. Pardon. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur l'absence de disponibilité de l'IO dans le cancer du sein d'une part, docteur Trédan, et la transmission étant très mauvaise, me dit-on, est-ce que vous pouvez redonner la liste des essais positifs d'utilisation de l'IO dans le cancer du sein, s'il vous plaît? Merci. Alors, je suis désolé si la transmission n'est pas bonne. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien, je pense que beaucoup de gens vous entendent très bien. Il y a peut-être une ou deux personnes pour qui ça marche moins bien. D'accord. Bon, donc, en fait, l'immunothérapie dans le cancer du sein est pour l'instant très demandée dans les cancers du sein triple négatifs en situation métastatique. Un grand essai qui s'appelle IMPatient 130 avec l'atezolizumab a démontré l'efficacité de l'immunothérapie en plus de la chimiothérapie en termes de survie sans progression de la maladie. Le problème, c'est que l'essai de confirmation IMPatient 131 s'est avéré négatif et le laboratoire, Roche en l'occurrence, a souhaité interrompre l'ATU qui avait été donné pour l'atezolizumab, étant donné les résultats négatifs d'IMPatient 131, pour avoir d'autres données. Il y a une deuxième immunothérapie qui pourrait arriver à court terme, qui est le pembrolizumab, dans la même situation, cancer du sein triple négatif métastatique en première ligne, en association à la chimiothérapie. Le pembrolizumab augmente la survie sans progression, mais là, le médicament n'est pas encore disponible et devrait l'être normalement d'ici quelques mois. Là, on est en situation métastatique. Donc, il y a deux grandes immunothérapies et je vous ai parlé du durvalumab, qui est peut-être aussi un médicament qui pourra être utilisé, mais pour l'instant, on n'a pas des grands essais d'enregistrement dans le cancer métastatique. Dans le cancer localisé, en situation néoadjuvante, quand les tumeurs sont volumineuses, l'association chimiothérapie plus immunothérapie, en l'occurrence le pembrolizumab, l'atezolizumab et donc le durvalumab, augmente la réponse complète histologique, quelle que soit la tumeur. On n'a pas forcément besoin de sélectionner les tumeurs PDL1 positives. Et il apparaît, et ça c'est ce qu'a montré les données cette année à l'ASCO, qu'on augmente également la survie sans rechute, puisque au-delà du fait de contrôler la maladie localement, d'augmenter la réponse complète histologique au moment de la chirurgie, ce qui est important, c'est d'augmenter la survie des patientes. Et donc, l'essai Guépard-Nuevo, je vous ai présenté, augmente la survie sans événement, augmente la survie sans rechute. L'autre essai important, Keynote 522, avec le pembrolizumab, a déjà démontré son efficacité en réponse complète histologique, et un communiqué de presse du laboratoire Merck dit qu'il y avait également un bénéfice en survie sans rechute. Nous n'avons pas encore les données scientifiques de cette survie sans rechute, mais l'étude est positive également en survie sans rechute. Donc on attend les données scientifiques pour l'enregistrement du médicament, le pembrolizumab, en situation néoadjuvante. Donc on ne les a pas encore, ces immunothérapies, mais elles arrivent. Très bien. Certains demandent le numéro des abstracts, je pense qu'on vous le demandera hors conférence et qu'on le transmettra aux journalistes qui le souhaitent. J'ai une question concernant Olympia. Est-ce que les données vont être évaluées à 5 ans pour envisager une guérison?
Absolument. Donc, c'est une analyse intermédiaire qui a été en fait stimulée par le comité indépendant de revue de l'étude, étant donné la différence nette, importante, qui a été soulevée qui a été vue, constatée par le comité indépendant de revue. Ils ont décidé de donner accès aux données scientifiques à la communauté. Mais l'essai reste en fait en cours d'évaluation. C'est un essai en double aveugle, donc ils demandent que l'aveugle ne soit pas levé pour maintenir l'évaluation scientifique en fait de l'efficacité de l'olaparib, notamment en survie globale. Et effectivement, d'autres analyses sont prévues avec un plus long suivi, spécifiquement pour la survie globale. Puisqu'effectivement, si on augmente la survie globale des patientes de façon statistiquement significative, c'est que certaines patientes ont été guéries grâce à l'apport de l'olaparib. Donc pour l'instant, les résultats ne sont pas matures, l'essai est toujours en cours, et lorsque les données seront matures, on aura effectivement des données plus précises de survie globale. Merci. Et justement, tous ces nouveaux résultats dans le cancer du sein, est-ce qu'il y aura un problème d'accès en France sur les nouvelles molécules dont vous avez parlé dans les cancers métastatiques? Alors, dans les cancers métastatiques, parfois c'est problématique puisque ce qu'il faut évaluer, c'est le rapport coût-bénéfice. Tant qu'on n'a pas démontré un bénéfice en survie globale, on peut discuter en fait du remboursement de ces médicaments par l'assurance maladie. C'est ce qui se passe actuellement, par exemple, pour l'immunothérapie, puisque je vous ai dit, il y a une étude qui est positive, une étude qui est négative, pas de bénéfice pour l'instant démontré en survie globale, et donc l'assurance maladie, pour l'instant, n'accorde pas de remboursement pour ces médicaments-là. Par contre, en situation localisée, on a un accès assez facile aux médicaments qui augmentent la survie sans rechute, qui augmentent la survie globale de nos patients. Donc, typiquement pour l'olaparib, on devrait pouvoir obtenir rapidement une prise en charge par l'assurance maladie de ce médicament, 300 mg matin et soir pendant 1 an. C'est un coût pour la société, mais qui sera, à mon avis, facilement porté par la société, étant donné qu'on augmente de façon nette la survie sans rechute et possiblement la survie globale. Je reviens à vous, Dr Watson. D'abord, est-ce que c'est la première étude positive dans les sarcomes et l'étude avec les spires? Sur ce type d'approche de thérapie cellulaire sur une phase 2, donc effectivement l'objectif était de voir un peu les données d'efficacité, oui, c'est la première étude, oui, absolument. On avait précédemment des données de phase 1, mais dont l'objectif principal n'était pas l'efficacité, donc effectivement c'est la première étude positive dans ces 2 indications. Et on me pose une question pour savoir s'il y a des essais majeurs à l'ASCO cette année dans le cancer colorectal. Alors, les présentations orales pour le cancer colorectal, c'est ce soir. Donc, on n'a pas encore j'ai pas encore toutes les données, mais globalement, ce que je peux vous dire, c'est que sur les abstracts qui ont été soumis, il n'y a pas eu de choses révolutionnaires dans le cancer colorectal cette année. On a comme principale chose la confirmation, les résultats actualisés de l'étude qui a évalué l'intérêt d'une immunothérapie première chez les patients avec un cancer colorectal métastatique porteur d'une altération moléculaire particulière qui s'appelle l'instabilité des microsatellites et qui confère donc à ces tumeurs une sensibilité à l'immunothérapie qui avait déjà été présentée l'année dernière par Thierry André, et donc on a les résultats actualisés qui confirment le bénéfice en survie globale, et donc voilà. Mais autrement, il n'y a pas eu de grande révolution cette année en cancer colorectal. On continue de démembrer un petit peu sur le plan moléculaire avec les sarcomes, avec les cancers colorectaux BRAF mutés, savoir quel est un petit peu le meilleur traitement, donc vraiment un sous-groupe de cancer du côlon de mauvais pronostic. On essaie vraiment de savoir comment mieux traiter ces maladies de très mauvais pronostic, mais globalement pas de choses révolutionnaires autrement dans le cancer du côlon. Merci. Autre question, est-ce qu'on a des données de tolérance à long terme avec les immunothérapies anti-PD-1 ou anti-PD-L1? Et si oui, est-ce qu'il y a de grosses différences entre les immunothérapies en fonction des localisations du cancer? La réponse est oui. Alors, on n'a pas de données à long terme pour les présentations que je vous ai faites sur le cancer du sein, par exemple.
Mais par contre, on utilise de l'immunothérapie dans d'autres modèles tumoraux comme le mélanome depuis de nombreuses années. Et donc maintenant, on a suffisamment de recul pour dire que la toxicité de l'immunothérapie est très différente de la toxicité de la chimiothérapie. C'est essentiellement des effets dits immunitaires. On débloque des mécanismes auto-immuns et donc ça induit des pathologies qu'on connaît de mieux en mieux, endocriniennes, métaboliques, cardio-pulmonaires, maintenant qu'on sait bien évaluer. Et donc, effectivement, il va falloir qu'on évalue dans la situation curable, par exemple, du cancer du sein, mais c'est vrai dans d'autres situations, on l'a entendu pour le cancer de l'ésophage, au long cours, le fait qu'on ne déclenche pas d'autres maladies immunitaires ou de second cancer au long cours. Et effectivement, chaque immunothérapie est différente. On peut cibler PD1, on peut cibler PDL1, on peut cibler CTLA4. Ça, c'est les immunothérapies de la routine. Et effectivement, des associations d'immunothérapie, typiquement anti-PD1, anti-CTLA4, sont plus toxiques que juste des anti-PDL1, par exemple. Donc, à chaque modèle, ces toxicités spécifiques, à chaque traitement des toxicités spécifiques, et effectivement la nécessité d'évaluer au long cours les toxicités. Alors peut-être que dans le modèle des cancers colorectaux, MSI ou dans le cancer de l'ésophage, avec les nouvelles immunothérapies, il y aura des nouvelles toxicités. Peut-être que le docteur Watson peut rajouter quelque chose. Ouais, merci Olivier. Non, il n'y a pas eu le profil de toxicité, en tout cas évalué dans le cadre de ces essais, il est vraiment globalement assez, il ressemble beaucoup à celui qu'on a vu dans le cancer du poumon, dans le cancer du sein, dans d'autres types de cancers, ces profils de dysimmunité. Il n'y a pas de choses nouvelles particulières. On n'est pas surpris des profils de toxicité attendus. Donc, j'ai deux questions en fait sur la génétique. En fait, pourquoi la recherche des mutations BRCA n'est pas réalisée en routine en France dans le cancer du sein? Et est-ce qu'il y a un problème d'accès rapide aux tests génétiques en France aujourd'hui? Alors, pour la première question, la réponse est non. Il y a un accès en routine à l'oncogénétique. Par contre, il n'est pas systématique. C'est-à-dire qu'on cible typiquement des populations de femmes jeunes avec des antécédents familiaux de cancer du sein, de cancer ovarien. Si la mère de la patiente, la grand-mère de la patiente, la sœur de la patiente a eu un cancer du sein, on réfère systématiquement la patiente à un oncogénéticien pour la recherche de cette mutation constitutionnelle de BRCA. Par contre, on ne le fait pas de façon systématique pour tous les cancers. L'étude Olympia concerne globalement tous les cancers, à part les tumeurs qui surexpriment HER2, mais des cancers triple négatifs et des cancers RH+, si on doit sélectionner les patientes pour cette mutation, il va falloir être plus exhaustif et plus systématique en fait, dans l'adressage de nos patients vers les oncogénéticiens. Il y a déjà des consultations d'oncogénétique qui sont très chargées par la routine actuelle de la recherche de BRCA, notamment pour les cancers de l'ovaire qui doivent être systématiques, notamment pour les cancers du sein chez la femme jeune, notamment pour les conseils familiaux. Et donc, il va falloir rajouter ça dans la prise en charge de l'oncogénétique française, un peu la routine du dépistage systématique des nouveaux cancers du sein. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un accès rapide qui est compliqué avec les nouvelles techniques de séquençage? Finalement, la technologie nous permet d'avoir très rapidement un séquençage du gène BRCA. Donc, si on se met en ordre de marche en collaboration avec les oncogénéticiens, avec les plateformes de génétique tumorale et de génétique constitutionnelle, on devrait pouvoir avoir rapidement le résultat du test BRCA dans nos laboratoires labellisés français. Alors, une avant-dernière question. Est-ce que suite à Olympia, l'olaparib sera utilisé à la place ou en plus de la chimio en adjuvant? Et est-ce qu'on peut s'attendre à terme, à l'arrêt de la chimio dans les standards de traitement des cancers? Donc, toute la question est celle de la désescalade de la chimiothérapie, un produit toxique. Donc, dans les tumeurs RH+, on essaye de désescalader la chimiothérapie. Il y a eu 3 essais qui ont essayé de sélectionner
les tumeurs de meilleurs pronostics, celles qui n'ont pas besoin de chimiothérapie. Et puis, si on a un médicament tellement efficace comme l'olaparib ou le talazoparib, pourquoi pas effectivement éviter la chimiothérapie. Mais alors, Olympia ne répond pas à cette question, puisque Olympia ciblait des tumeurs de mauvais pronostic et des patients traités par chimiothérapie. Donc, pour l'instant, ça n'est pas à la place d'eux, mais c'est bien en complément. Mais peut-être que de nouvelles stratégies vont se développer pour des petites tumeurs qui n'ont pas forcément besoin de chimiothérapie et qui peuvent très bien être contrôlées par un inhibiteur de PARP dans le futur sans chimiothérapie. Mais là, les essais, pour l'instant, n'ont pas encore démarré dans cette situation-là. C'est un réel espoir. Merci. Une question générale, est-ce qu'il y a eu des sessions sur la vaccination anti-cancer cette année à l'ASCO, ou est-ce qu'il y en aura? Il y a toujours des approches vaccinales, soit préventives, soit thérapeutiques du cancer, puisque certains cancers sont viro-induits, on le sait bien, typiquement le cancer du col de l'utérus avec l'HPV. Les traitements par approche vaccinale, finalement, c'est un petit peu ce qu'on a souligné tout à l'heure avec les lymphocytes activés, avec récepteurs modifiés, CAR-T-cell. C'est un petit peu les approches vaccinales qui peuvent être éventuellement aussi couplées d'ailleurs. Donc dans les sessions de thérapie très précoces, dans les essais de phase précoce, on teste toujours ce genre d'approche. Oui. Alors, pour revenir sur la génétique, est-ce qu'on me demande s'il faudrait former plus d'oncogénéticiens? Alors, je ne suis pas oncogénéticien et je ne m'aventurerai pas sur cette voie-là, mais en tout cas, il va falloir de plus en plus d'oncogénétique, puisqu'au-delà du cancer du sein localisé et de l'étude Olympia, il y a maintenant des inhibiteurs de PARP qui sont efficaces dans le cancer de la prostate, dans le cancer du pancréas. Et donc, il va falloir voir de plus en plus de patients, parce qu'il y a des prostates, des pancréas, des ovaires, en plus des cancers du sein. Et donc, probablement qu'effectivement, les consultations d'oncogénétique vont se remplir très rapidement dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Donc, nous allons clore cette première session ASCO 2021. Ce que je voulais vous dire, c'est que merci beaucoup, Dr Watson, merci beaucoup, Dr Trédan, de nous avoir accompagnés pour décrypter en direct les premières actualités ASCO. Je vous invite à vous connecter demain à 9h30 pour la conférence de notre partenaire AstraZeneca avec un point d'actualité sur le cancer du sein, le cancer du poumon et la leucémie lymphoïde chronique. Voilà, puis donc ça c'est à 9h30 et à 12h aura lieu la conférence de Bristol Myers Squibb autour des cancers oséogastriques et du poumon. Voilà, et nous aurons un dernier point mercredi pour clore ce congrès avec Unicancer et la participation du professeur Jean-Yves Blais qui est son président. Ah, excusez-moi si vous avez encore 5 minutes, j'ai encore une dernière question. Au vu des vaccins à ARN pour le Covid-19 et de leur succès, est-ce qu'on peut prédire un essor des traitements à ARN en cancérologie? Alors là, je vais peut-être essayer. Là, on ne pouvait pas y échapper. Oui, je vais peut-être commencer la réponse, puis je ne sais pas si Olivier complétera. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a eu le succès des vaccins ARN contre le Covid, c'est parce que justement, il y avait une recherche importante en cancérologie pour les vaccins ARN messagers contre le cancer. Donc, il faut savoir que la recherche de la vaccination avec des vaccins ARN messagers contre le cancer, elle existe depuis longtemps et depuis beaucoup plus longtemps que celle qui a été développée contre le Covid. Et donc, c'est des connaissances qu'on a acquis grâce à la recherche de ces traitements contre le cancer qui ont permis le développement si rapide et l'utilisation si rapide de cette technologie contre le Covid. Maintenant, donc je répondrai déjà que c'est déjà en cours, le développement de ces techniques-là. Maintenant, c'est extrêmement complexe parce que le cancer n'est pas une maladie monogénique, c'est-à-dire c'est pas un seul gène ou c'est pas aussi simple qu'un génome d'un virus. Et donc, cibler le cancer avec ces techniques, c'est prometteur, mais c'est beaucoup plus complexe et donc ça va prendre plus de temps. Mais donc oui, probablement que le développement de ce type d'approche va se développer de
plus en plus dans les années à venir, mais ça prend plus de temps que contre le Covid parce que d'un point de vue génétique et génomique, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Rien à rajouter, c'était parfait. Ah bon. Bon, écoutez, merci beaucoup à vous deux. Et pour les journalistes, merci aussi d'avoir participé. Et on se retrouve, si vous le pouvez, demain matin à 9h30. Voilà. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.